Bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de cette nouvelle capsule web du Fonds des architectes. Mon nom est Marie-Pierre Bédard, je suis responsable de prévention et je suis aujourd'hui en compagnie de M. Gaétan Ouellette, architecte de la firme CIM Conseil. Alors, merci Gaétan de te joindre à nous pour cette nouvelle capsule. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, le sujet que nous avons décidé d'aborder est celui de l'administration du contrat et surtout du rôle de l'architecte quand on parle d'administration du contrat et du suivi financier du projet. Et nous avons l'interlocuteur parfait aujourd'hui puisque M. Ouellette est architecte depuis plus de 25 ans et a une expérience qui est principalement en gestion de projet et en surveillance de chantier. Alors, allons-y tout de suite dans le vif du sujet, puisque nous avons beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Good. Gaétan, pourrais-tu nous expliquer le rôle de l'architecte en regard des demandes de paiement? Bien, en fait, le donneur d'ouvrage s'attend à ce que la demande de paiement reflète bien ce qui a été dépensé. Et ça prend quelqu'un pour cautionner cette affaire-là et pour la vérifier. Et de toute évidence, l'architecte étant au cœur de l'action, avec les autres professionnels qui l'entourent, c'est la personne toute désignée pour vraiment valider que l'argent qui est dépensé est bien dépensé équitablement et qu'elle n'a pas été trop dépensée ou pas assez dépensée. Donc, il faut trouver exactement le bon équilibre entre ce qu'on voit comme ouvrage réalisé et l'argent qui est demandé en avance de fonds par l'entrepreneur. Lorsque l'architecte reçoit la première demande de paiement de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il doit vérifier? Bien, il doit vérifier que la demande de paiement est bien balancée parce qu'il y a une espèce de tradition implicite qui n'est pas écrite dans aucun contrat et qui laisse souvent aux entrepreneurs une opportunité de pelleter en amont des dépenses qui vont se faire plus tardivement dans le contrat pour ainsi se construire un coussin ou une marge de fonds pour pouvoir supporter les mois ou les semaines en attente des paiements. Donc, on va parfois sous-estimer les travaux de peinture ou les travaux de quincaillerie qui arrivent très tardivement dans le chantier ou les travaux de contrôle. Et on va surestimer les travaux d'excavation, les travaux de bétonnage et les travaux de préparation du chantier. Et le déséquilibre qu'il y a là, il est à la faveur de l'entrepreneur et au détriment de l'ensemble du contrat. Et là, ce qu'il faut regarder comme une espèce de vague de fond, là, c'est malheureusement, il faut penser que cet entrepreneur-là pourrait faire faillite et nous laisser avec l'argent restant insuffisant pour terminer le contrat. Je comprends. C'est là qu'il faut être vigilant et éviter de laisser aller ce débalancement-là à la première demande de paiement. Et comment on fait justement pour éviter le débalancement ou la demande de paiement qui est un peu gonflée? Bien, il y a un outil de départ qui est bien intéressant, c'est tout ce qui a été déclaré au BSDQ. Le BSDQ dégage facilement 30 de la valeur des argents qui vont être mis dans un contrat de construction. Donc, on peut facilement valider, et très rapidement, de façon cléricale, 30 des argents déclarés versus des argents qui sont réclamés. Donc, là-dessus, il y aura très peu de débalancement. Mais ensuite, c'est à nous, avec notre estimation initiale, d'aller chercher où est-ce que l'entrepreneur a cherché à faire le débalancement pour se créer sa marge de fonds. Et les entrepreneurs sont en fait pas surpris quand on fait des commentaires comme ça et ils s'attendent à ce qu'on leur demande de rebalancer la demande de paiement en leur disant que tes travaux de peinture sont sous-estimés et les travaux d'excavation ont été surestimés. Et ils ne sont pas étonnés qu'on aille des positions comme ça. Est-ce que l'analyse est différente pour les autres demandes de paiement? Oui, elle va l'être, parce qu'une fois qu'on a accepté la première demande de paiement, voici la manière qu'elle va nous être présentée pour tous les mois à venir. Donc, si on a un chantier qui dure 10, 12 ou 15 mois, la manière que l'argent va être dépensé et donné à l'entrepreneur va avoir été validée par la première demande de paiement. Donc, on va avoir peu d'opportunités de contester les prochaines demandes de paiement. On va pouvoir le faire si on trouve que l'entrepreneur exagère sur l'avancement des travaux. Ça, c'est une autre affaire. Ce n'est plus du débalancement de demande de paiement, mais c'est des erreurs de lecture de l'avancement des travaux.
Et est-ce qu'un architecte peut demander des modifications ou encore des précisions à une demande de paiement? Oui, ça se fait souvent et les entrepreneurs sont tout à fait collaborateurs là-dessus. En tout cas, mon expérience personnelle, c'est qu'ils ont toujours été très collaboratifs parce que de toute façon, ils en demandent à leurs sous-traitants. Donc déjà, les demandes de paiement peuvent être des documents qui totalisent 15, 20 ou 30 pages, dépendamment de la complexité du contrat, parce que chaque sous-traitant est appelé lui-même à commenter qu'est-ce qu'il va demander comme avancement des travaux. Donc, on a déjà une trace de documents qui est facile d'accès et qui est disponible pour être analysé par l'ingénieur, l'acousticien ou l'architecte du paysage qui sont concernés par l'avancement des travaux. Est-ce qu'il y a des documents justificatifs aussi qui pourraient être demandés dans certaines circonstances particulières? Bien, oui, oui. Par exemple, dans le cas d'un ascenseur, on va être appelé à débourser en avance, avant même d'avoir des travaux réalisés, parce que c'est des sommes colossales. Hein, pour un petit objet qui ne prend pas beaucoup de place dans un plan, c'est une somme colossale qui est dépensée et pour laquelle ces manufacturiers-là vont nous demander dès maintenant de faire un premier déboursé qui est parfois 25 de la valeur de ces travaux-là. Donc, on autorise dans une demande de paiement, sans avoir vu l'avancement des travaux, une dépense anticipée qu'on fait de bonne foi avec un bon de livraison qui nous est donné par l'entrepreneur pour certains ouvrages très particuliers. Parfait. Pourrais-tu nous indiquer quelle est ou quelles sont les bonnes pratiques à adopter lorsqu'on fait l'analyse d'une demande de paiement pour agir comme un architecte diligent le ferait? Bien, en fait, là aussi, il y a plusieurs coutumes dans le milieu qui sont populaires, là, et ça se résume en quelques points, là. On demande souvent à l'entrepreneur de nous présenter une demande sous forme brouillon, 5 jours à l'avance. Donc, en 5 jours à l'avance, on anticipe des dépenses jusqu'à la fin du mois. Et ça permet à tous les professionnels d'examiner la demande, de faire une visite de chantier. Donc, on a une période de 4 ou 5 jours où on est capable de mobiliser les équipes et dire « Attention, on a une visite à faire parce qu'on a une demande à valider. » Et l'entrepreneur, dans ce cas-là, est capable de soumettre la demande validée par tout le monde à temps pour le 31 du mois, qui est la date reconnue de façon coutumière pour présenter les demandes de paiement. Et ça minimise les demandes de paiement barbouillées, raturées et qui deviennent illisibles. Donc, le client a aussi une meilleure confiance en l'ouvrage qui a été fait parce qu'on voit que l'ouvrage a été concentré sur une petite période de temps pour valider l'avancement des travaux. Donc, malheureusement, le corollaire de ça, à l'inverse, c'est que c'est très compliqué d'examiner une demande de paiement en moins de 5 jours pour cette raison-là. Le temps du brouillon, le temps de l'examen sur place et le temps de la rédaction finale et l'acheminement au client. Donc, la période de 5 jours est une période qui est raisonnable, mais qui est difficile à raccourcir, là. Et tu nous parlais des délais. J'imagine que ces délais-là de transmission de la documentation, on les retrouve au plan de communication qu'on a établi au début du chantier? Évidemment, ça prend, là, autour de la table, ça prend des interlocuteurs qui ont des mandats décisionnels et non pas être obligés de revenir au bureau, réanalyser une deuxième fois et envoyer un autre expert ou un autre membre de l'équipe. Par exemple, si un ingénieur en mécanique surveille un chantier pour son entreprise au complet, mais malheureusement, l'ingénieur en électricité n'est pas partie prenante directe du contrat. Il y a peut-être une perte de temps là qui va s'ajouter pour amener tous les spécialistes qui ont besoin de voir l'avancement des travaux et qui n'ont pas été, au premier chef, désignés pour surveiller le chantier. Gaétan, pourrais-tu nous dire si un architecte a le droit de retenir des sommes de son propre chef sur une demande de paiement pour des travaux qui ne seraient pas conformes? Il peut penser qu'il va le faire, mais selon les instructions du Code civil, il n'a pas le droit de le faire. L'ouvrage a été fait et l'entrepreneur a le droit d'être payé pour l'ouvrage qui a été fait, même s'il a été mal fait ou même s'il doit être repris. OK. Donc, c'est malheureux, mais le Code civil est écrit comme ça. Donc, on doit signifier que l'ouvrage est mal fait, accepter de le payer, convaincre le donneur d'ouvrage de le payer et ensuite demander des corrections. Donc, c'est une coutume qui nous vient de la manière dont le Code civil est appliqué.
Et est-ce que ce raisonnement-là est bon si, par exemple, on est vers la fin du chantier, lors des dernières demandes de paiement aussi? Bien, en fait, dans les dernières demandes de paiement, il ne faut pas oublier qu'on a une retenue générale sur l'ensemble de la valeur du contrat, qui est, selon plusieurs contrats, de 10 mais on pourrait cibler un item pour lequel on a un risque plus important et faire une retenue spéciale qui va s'ajouter aux 10 Donc, on pourrait s'amasser à la fin du chantier avec plusieurs retenues. Donc, des retenues statutaires qui viennent du contrat proprement dit et des retenues spéciales pour des objets en particulier qu'on veut qu'ils soient spécifiquement refaits. Discutons un peu des quittances parce que, comme fonds d'assurance, on reçoit beaucoup de questions par rapport au rôle de l'architecte dans le traitement des quittances. Oui. Quel est justement le rôle de l'architecte quand il fait l'analyse de quittance? Bien, en fait, on s'attend, quand l'architecte devient l'administrateur du contrat, il devient le gardien de l'argent. Et la manière de bien garder l'argent, c'est de s'assurer que l'argent s'en va au bon endroit. Donc, tel sous-traitant qui a dénoncé un contrat de 14 000 on s'attend à ce que cette entreprise-là reçoive 14 000 Je comprends. Et c'est la quittance qui va nous permettre d'apprécier que l'argent s'en va tranquillement vers ce sous-traitant-là jusqu'à la hauteur de 14 000 Donc, de façon mensuelle, chacun des sous-traitants dénonce l'argent qui a été reçu et l'envoie à tous les abonnés de ce petit club fermé-là qui est l'entreprise de construction avec le contrat de construction. Et là, la gestion des quittances, c'est de faire le cumul de ça. C'est une opération cléricale qui n'est pas dans le mandat de base de l'architecte, mais qui est souvent demandée par le donneur d'ouvrage. Ça n'exclut pas que le donneur d'ouvrage pourrait faire lui-même l'exercice aussi. Donc, c'est une bonne méthode de vérification croisée de la bonne dépense de l'argent. Donc, de façon mensuelle, on fait une compilation et on s'assure que l'argent s'est bien rendu là où elle devait aller. Telle entreprise de céramique avait un dû de 8 000 et on se rend compte, après une période de 2 ou 3 mois, que l'argent s'est bien rendu à cette entreprise-là. Et ainsi de suite avec le poseur de gypse, ainsi de suite avec d'autres entreprises qui ont dénoncé leur contrat. Tout à fait. C'est en fonction des contrats qui ont été dénoncés. C'est en fonction de ce qui a été dénoncé. Souvent, ce qui est dénoncé ne traduit pas la totalité du contrat. On peut généralement penser qu'un contrat de 6 à 10 millions, les dénonciations vont représenter 80 du contrat. Donc, malgré tout, il y a un argent qui nous échappe, là. Il y a un 20 qui est donné à l'entrepreneur et on ne sait pas vers qui cet argent-là a été donné parce qu'elle ne fait pas partie des contrats qui ont été dénoncés. Mais ça ne nous regarde pas jusqu'à un certain point. Là. On n'est pas des enquêteurs. Voilà, le rôle de l'architecte, ce n'est pas celui d'un enquêteur. Là. C'est ça. Je n'ai pas les ressources pour faire les enquêtes et aller chercher chaque dollar qui a été dépensé. On a vu souvent dans les contrats des petits écarts entre la valeur dénoncée et la valeur payée. Hein? Lançons un chiffre, là, 10 000 là, telle entreprise de vitrerie a dénoncé 10 000 puis à la fin du contrat, elle a reçu 9 600 C'est raisonnable de penser que ce vitrier-là a été totalement payé. Il y a peut-être eu des avis de changement, il y a peut-être eu des réductions, il y a peut-être eu un événement qui a fait que le contrat a été diminué. Mais de façon préventive, le vitrier a dénoncé 10 000 et il va pouvoir déclarer, sous forme d'une quittance finale, qu'il a été totalement payé, même s'il a reçu 9 600 Donc, j'imagine qu'on garde en tête d'aviser le client s'il y a un manque de cohérence qui serait, disons, flagrant. Bien, on a l'occasion à chaque réunion de chantier de faire ces déclarations-là. Et si on se rend compte qu'il y a un débalancement important, la réunion de chantier sert de témoin, là. L'ensemble des documents de réunion de chantier deviennent des documents légaux et devraient être ajoutés au contrat proprement dit. C'est comme un journal de bord de tous les événements qui sont produits pendant le chantier. Et si on se rend compte, comme tu disais, que les quittances sont débalancées, c'est là qu'il faut agiter un petit drapeau puis dire, messieurs, mesdames, attention, là, il y a un débalancement sur telle quittance avec tel entrepreneur. Donc, et on ne peut pas faire beaucoup plus que d'agiter un drapeau puis d'attendre
quelle va être la réponse qui va nous être donnée par l'entrepreneur. Là. Et aussi, on n'oublie pas, et ça c'est très important, Oui. de valider la clause contractuelle qui est prévue à son contrat avec le donneur d'ouvrage Oui. pour vérifier ce à quoi le client s'attend lorsqu'on doit faire la gestion des quittances. Oui, oui, c'est ça. À chaque mois, quand on retourne à notre donneur d'ouvrage son certificat de paiement pour qu'il puisse faire le paiement, on retourne une foule de petits documents qui accompagnent ça et qui servent à valider, voici le portrait d'avancement des travaux pour tel mois, et le portrait des quittances fait partie de cet amalgame-là de documents-là. Eh bien, merci beaucoup, Gaétan. C'est très intéressant. Merci, ça fait plaisir. Merci.